Vous êtes commissaire européen au marché intérieur. C'est très important, très intéressant en ce moment ce qui se passe en Europe. Il y a des décisions inédites qui sont prises, il y a des tabous qui sont brisés. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais que vous nous disiez au 5e jour de cette guerre en Ukraine, selon vous, où en est le rapport de force ce matin? Vous avez entendu les commentateurs juste avant nous, Madame Artichoux. Bon, la situation est évidemment évolutive en Ukraine ce matin. Une résistance nettement plus marquée, solide, visiblement que ne l'escomptait Vladimir Poutine. Et il faut du reste, en ce moment, rendre vraiment un hommage très appuyé à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne, au peuple ukrainien, qui résiste vraiment vaillamment. On va tout faire pour l'aider, évidemment, dans ce combat absolument essentiel qui se mène aux portes de l'Europe. Alors maintenant, on est très attentif, évidemment, très prudent. Les choses, évidemment, évoluent. Inutile de vous dire que il n'y a pas de contact, évidemment, avec Vladimir Poutine. Les ponts sont rompus et ça me semble être, évidemment, normal compte tenu de sa posture. En ce qui nous concerne, nous, Européens, vous l'avez rappelé il y a un instant, l'Europe est plus unie que jamais. C'est vrai que je suis absolument convaincu que Vladimir Poutine n'avait pas anticipé cela. Non seulement unie, mais des décisions inédites ont été prises en matière de défense et on va y revenir. Juste une seconde quand même, sur ce qui nous a évidemment tous énormément frappés hier, c'est la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, un tournant dans le tournant. Est-ce qu'il faut céder face à l'impensable, au risque de l'impensable, Thierry Breton? Est-ce qu'il faut céder du terrain pour éviter le pire, le tragique? Il est évidemment clairement inscrit dans le monde d'avant, c'est une évidence. Il entraîne avec lui du reste tout un peuple, y compris du reste tous ceux qui l'avaient rejoint, pensant bâtir avec lui le monde d'après. Non, il s'agit bien du monde d'avant et d'un monde dans lequel l'usage, ou disons la possession de l'arme nucléaire en tout état de cause s'inscrivait dans ce fameux rapport de la terreur et au fond était fait pour maintenir un équilibre qui était du reste l'équilibre qui était le nôtre pendant des décennies. Alors, visiblement, il a brandi implicitement, pas explicitement, implicitement, donc cet usage, ou à tout le moins, il nous a rappelé qu'il possédait l'arme nucléaire, ce que nous savons, bien entendu. Il est absolument certain, en ce qui nous concerne, que il est absolument impensable, et il le sait, qu'il y ait la moindre incursion, même millimétrique, dans un espace protégé par l'OTAN. Il sait également que, nous disposons de l'arme nucléaire et je crois qu'il le sait mieux que quiconque. Oui. Alors ceci étant dit, on n'est pas évidemment dans cette logique d'escalade. Il ne l'est sans doute pas. Il teste évidemment la réaction des Occidentaux, des Alliés, des Européens. Nous l'avons dit, notre réaction, à nous Européens, mais aussi avec nos alliés occidentaux, c'est évidemment de faire en sorte que la Russie, désormais, de Vladimir Poutine, soit de plus en plus isolée. Alors, c'est le cas. Un événement important pour l'Europe. Effectivement, elle a débloqué 450 millions d'euros pour aider militairement l'Ukraine. Elle ne l'avait jamais opéré de cette façon-là. Cet argent servira à rembourser les pays européens qui arment directement les Ukrainiens. D'abord, le but, c'est aider la résistance. Le but, c'est évidemment d'aider le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne, qui nous demande son aide, à nous, aux alliés, aux Américains également. Donc évidemment, nous sommes là pour l'aider. C'est vrai que jusqu'à présent, cette aide se faisait de façon, on va dire, individualisée, État membre par État membre.
Vous venez de le dire, Elisabeth Martichoux, c'est vrai que c'est un pas gigantesque qui vient d'être franchi. Je rappelle pour nos téléspectateurs que pour la première fois du reste dans nos institutions, il y a un commissaire à la défense. Je suis du reste celui-ci, je suis le commissaire à la défense également. Ça n'existait pas auparavant. Nous avons des moyens importants pour mutualiser nos efforts d'investissement de recherche. Là, on est dans un caractère plus opérationnel, puisqu'il s'agit d'intervenir immédiatement en soutien et ensemble. Donc c'est vrai, c'est un moment tout à fait inédit dans l'histoire de la défense européenne. On a maintenant décidé, quelles que soient du reste les relations que les uns et les autres pouvaient avoir avec la défense, et on pense en particulier aux Allemands, dont on sait qu'ils étaient très réticents, très prudents, non seulement sur l'exportation des armes, mais également sur la nécessité d'avoir une défense européenne, voire une armée européenne. On voit qu'en 48 heures, tout ceci vient de changer. Il y aura donc vraiment un monde d'après, après cette décision folle de Vladimir Poutine. Ouais. Mais c'est spectaculaire quand même, Thierry Breton. Par exemple, vous le disiez, l'Allemagne, le tournant de l'Allemagne qui brise un tabou et qui décide, c'est même une ministre écologiste qui dit que effectivement plus rien ne sera comme avant. Les Allemands sont prêts à s'endetter pour se réarmer. La Suède, neutre depuis 1939 et qui décide de livrer des armes. Tout ça, ce sont des changements de doctrine qui sont spectaculaires. Est-ce qu'ils sont durables ? Oui. Bien sûr qu'ils sont durables. Et vous avez raison, l'Allemagne décide enfin de s'endetter pour participer à son juste dû à l'effort européen. Il était temps, c'est bien de le faire. C'est vrai qu'on va relire tout ce qui s'est passé du reste, y compris au cours des décennies passées. Et les soi-disant mauvais élèves de la classe, ceux qui s'endettaient un peu plus pour défendre l'Europe. Je pense en particulier à la France, je peux penser à la Grèce, je peux penser à l'Italie. Voilà, donc tout ça va être évidemment rebousculé, balayé, y compris, parce que oui, combien de fois ne l'avons-nous pas dit, il faut que chaque pays participe à l'effort de défense. Eh bien voilà, il aura fallu un nouveau chancelier, Olaf Scholz, pour enfin le faire. Et je crois que c'est un pas très important que nous devons souligner. Mais je n'oublie pas, nous n'oublions pas que nous sommes dans une situation qui est une situation extrêmement critique. Là, on parle évidemment d'avenir. Il faut aussi gérer la situation qui se déroule à nos frontières. Je rappelle que l'Europe a 4 frontières avec l'Ukraine en guerre. Alors justement, une question technique, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, mais on va livrer des armes. Les pays se sont engagés, y compris la France. On va livrer des armes aux Ukrainiens. On apporte les armes à la frontière ou on pénètre au-delà des frontières pour livrer ces armes. Ou on les laisse et ce sont les Ukrainiens qui devront évidemment les récupérer et ensuite en faire l'usage qu'ils pourront en faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Elisabeth Martichoux, je suis le commissaire à la défense et donc dans ce contexte, je vous dis ce que je peux vous dire et je ne vous dis pas ce que je ne peux pas vous dire. Donc je m'en tiendrai là. Ces armes seront acheminées à bon port. Elles seront acheminées, mais on imagine que compte tenu des défenses aériennes, enfin la surveillance qui est faite par les Russes, c'est compliqué qu'il y ait des intrusions pour des livraisons d'armes. C'est ça que je voudrais juste éclairer, qu'on sache si nos armes, elles sont livrées à la frontière et puis ensuite les Ukrainiens s'en emparent. C'est comme ça que ça va se passer. Je ne peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai dit. Ces armes seront acheminées à bon port. Mais voilà, il y a un théâtre d'opération qui se déroule aux frontières immédiates de l'Europe. On prendra nos responsabilités pour que, effectivement, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où l'Ukraine appelle à l'aide pour des livraisons d'armes, eh bien, ils puissent disposer de celles-ci. Dans quel délai elles seront livrées ? Maintenant, tout de suite, ça a commencé ? Le plus rapidement possible, évidemment. Les théâtres d'opération se déroulent en ce moment. Alors, justement, on va parler des sanctions, mais qu'on soit clair sur l'objectif des sanctions. Pas plus que, d'ailleurs, ce déploiement d'armes. Les sanctions ne vont pas empêcher les batailles de Kiev, les batailles de Kharkiv, les batailles de Mariupol. Ça n'est pas cela le but. La bataille, elle a commencé, elle va continuer. Non,
Bien sûr, c'est une évidence. Il y a deux théâtres qui se déroulent, évidemment. Il y a le théâtre dont on vient de parler, qui est le théâtre qui est là, c'est désormais un théâtre militaire par la seule volonté de Vladimir Poutine. On vient d'en parler, avec du reste les conséquences terribles sur l'exode, parce que c'est bien de cela dont il faut également parler, qui se déroule sur les routes ukrainiennes, avec juste, par parenthèse, un comportement absolument exemplaire des 4 pays européens qui ont cette frontière commune avec l'Ukraine, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, la Pologne, qui a un comportement absolument exemplaire en matière d'accueil des réfugiés. Et là aussi, un changement de doctrine absolument marquant par rapport notamment à ce que certains de ces pays disaient auparavant. On voit aussi que là, également, la politique de l'Europe, qui est d'accueillir, en cas de conflit majeur, des réfugiés, évidemment, conformément au droit international, se déroule. Et je tiens à rendre hommage à ces 4 pays qu'on avait un peu critiqués auparavant. Ils ont donc là aussi clairement changé et on s'en félicite parce qu'ils jouent un rôle absolument essentiel pour ces malheureux. Alors, une Pour l'accueil fois, des réfugiés, en effet. maintenant qu'on passe sur le terrain des sanctions, et il ne s'agit pas, et personne ne l'a dit, et je sais que ce n'est pas ce que vous dites, Madame Martichoux, de dire qu'on on oppose à un conflit armé des sanctions. Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Les sanctions, elles sont faites évidemment pour affaiblir et isoler économiquement, politiquement, mais aussi dans l'espace informationnel et numérique, qui est désormais très important également, la Russie. Et la Russie va être isolée. Elle s'isole. Il faut vraiment que le peuple russe en soit conscient. Par la faute et la décision de son dirigeant, la Russie s'isole. Elle s'isole évidemment parce que des sanctions sont prises, des sanctions économiques. Elles vont être appliquées du reste immédiatement. Le Conseil se réunit aujourd'hui par rapport au nouveau train de sanctions extrêmement important qu'a annoncé encore hier soir la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le Conseil va se réunir dès aujourd'hui et les sanctions seront applicables dès la fin de la réunion du Conseil. Qui, lesquelles sanctions, pardon, à l'unanimité. De quelles sanctions parlez-vous? Pour application immédiate. Mais de quelles sanctions parlez-vous? Je parle des sanctions, évidemment. Je parle des sanctions économiques, évidemment, notamment le fait d'exclure du réseau SWIFT un nombre important désormais de banques. Je parle également de l'interdiction du survol aérien par tout aéronef russe, quel qu'il soit, y compris du reste les aéronefs privés des oligarques russes de l'espace aérien européen. Je parle également de l'interdiction d'émettre des chaînes de propagande russes, je pense en particulier de Sputnik ou de RT, qui vont RT, Russian Today, qui vont être interdites, donc également. Donc ces sanctions-là vont être appliquées tout de suite. Tout de suite, c'est possible. Je voudrais juste Pardon, indiquer les sanctions financières, Thierry Breton, les sanctions financières. Par exemple, SWIFT, techniquement, c'est compliqué parce qu'il y a des banques russes qu'il faut exclure pour évidemment préserver l'approvisionnement, par exemple, en énergie de l'Europe. Donc, vous dites que malgré ces problèmes techniques, ce sera immédiat. Vous avez dit immédiat après la réunion d'aujourd'hui? Oui, l'application, évidemment, prend effet immédiatement. Et après ça, il appartient évidemment à tous ceux qui sont sanctionnés de les exécuter et à nous de vérifier que c'est bien exécuté. Je prends un exemple. Il y a aussi sur la liste des listes nominatives de personnes qui font désormais l'objet de sanctions, y compris du reste Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov. Eh bien, pour toutes ces personnes, y compris les oligarques, qui feraient encore des affaires, auraient des activités économiques, donc seront interdits de le faire, et ceux qui s'aventureraient à le faire avec eux seraient sanctionnés. Donc, ça veut dire effectivement qu'on isole, bien sûr, c'est une nécessité, compte tenu de la situation absolument tragique dans laquelle nous plonge Vladimir Poutine. Mais vous savez, les répercussions
dans le monde de la finance, elles sont aussi beaucoup plus rapides parce que les marchés anticipent tout ça. Ouais. Quand je vois que à la fin de la semaine dernière, la bourse de Moscou a perdu 40%, que ce matin, elle est incapable d'ouvrir et que son ouverture est reportée à cet après-midi, évidemment, les marchés russes anticipent la glaciation économique dans laquelle Vladimir Poutine plonge son pays. La présidente de la commission, comme vous l'avez dit, a décrété la fermeture de 2 médias hier. Spoutnik, qui est un site, et puis RT, qui est une chaîne de télévision. La chaîne en particulier dit que ça n'a aucun fondement juridique, qu'on ne peut pas bannir un média comme ça sur décision de Bruxelles. Elle a tort ? Oui, elle a tort. Et il y a deux cas. D'abord, elle a tort parce que les autorités de régulation ont ce pouvoir. Et en cas de force majeure, bien sûr, la Commission a la possibilité de le proposer. Les autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation bien par sûr, pays. du reste. Bien sûr, donc ça existait déjà d'un point de vue évidemment national. Du reste, 4 pays l'ont déjà fait. Mais évidemment, il faut aller plus vite dans la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, ce sera appliqué. Et puis, voyez-vous, Madame Martichoux, ce sera appliqué dans la situation absolument dramatique dans laquelle nous nous trouvons. C'est vrai que de voir que certaines voix continuent à s'élever pour défendre quelque part ce régime et la désinformation qui le caractérise. Ouais. Lesquelles ça laisse penseur. Lesquelles voix? Notamment celle auquel vous vous référez, puisque vous nous dites que certains trouvent que c'est injuste. La directrice de RT Média, bien, ce sera appliqué. Par exemple. Mais vous pensiez à d'autres responsables? Eh bien, on va attendre. En tout cas, vous venez d'en citer une. Thierry Breton, y a-t-il un risque de cyberattaque? On sait que vous êtes aussi chargé de parer ce type de risque. Comment évaluez-vous la menace? Est-ce que le risque est important? Alors, on est effectivement très attentif et on est en alerte maximale, bien entendu. On a plusieurs champs dans ce domaine. D'abord, il y a évidemment le fait que nous sommes en contact permanent avec les autorités ukrainiennes. Je me suis moi-même entretenu encore il y a moins de 48 heures avec le vice-premier ministre ukrainien qui est en charge de ces aspects et notamment du digital. Pour l'instant, les systèmes numériques ukrainiens fonctionnent, mais on est extraordinairement attentifs. Comme vous savez, Elon Musk vient d'activer son réseau satellitaire pour pouvoir parer à toute éventualité d'arrêt du signal et de l'Internet terrestre en Ukraine. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que c'est aussi ce que nous avons bâti avec la constellation par satellite que j'ai portée en Europe pour nous prémunir de façon souveraine de ce type d'action si jamais elles avaient hélas à apparaître. Donc on voit que là aussi on est en anticipation. Mais revenons à la question précise que vous me posez. En ce qui nous concerne, donc on est effectivement en alerte maximum. On ne voit pas aujourd'hui effectivement de cas majeurs. Il y a évidemment des activités qu'on détecte parfaitement, en particulier dans certains pays limitrophes dont je tairai le nom de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine. Mais tout est sous contrôle. Il n'en demeure pas moins que nous sommes extraordinairement vigilants. D'ailleurs, il y a des faux comptes russes qui visaient l'Ukraine, qui ont été fermés par Google et Instagram. Là, il y a quelques heures. Facebook et Instagram, pardon. Vous avez eu, vous, oui, les responsables de ces grandes entreprises, y compris justement Google, Netflix. Il s'agit quoi? De couper les robinets? Comment procéder? Là aussi pour isoler la Russie? Alors, oui, alors je suis en contact direct avec eux. Pardon.
Je suis en contact direct avec eux, y compris hier soir avec Sundar Pichai, qui est le président directeur général de Google. On lui a demandé donc d'éliminer tous les contenus de propagande sur ces réseaux, y compris du reste en Russie. Je vais m'entretenir également avec le président de Netflix pour qu'il ne réponde pas aux injonctions du gouvernement russe, à savoir qu'à partir du 1er mars, de faire de la propagande aussi sur ces réseaux, faute de quoi nous lui demanderons de cesser d'émettre en Russie. Donc oui, on est vraiment, et je tiens à le souligner, avec une très bonne coopération de l'ensemble des grandes plateformes avec lesquelles je suis en contact quotidien, pour là aussi assumer les responsabilités qui sont les leurs et les nôtres, et continuer cet isolement de la Russie dans lequel elle s'enferme, hélas volontairement, avec des conséquences qui vont être lourdes, je le redis, pour son peuple. Une toute dernière question, je reviens aux conséquences des sanctions. Vous êtes le commissaire chargé du marché intérieur. Dans quel délai les Européens, les Français verront concrètement les conséquences de cette crise sur leurs factures? Quand est-ce que quand est-ce qu'on ressentira douloureusement les effets? S'il faut en passer par là, pouvez-nous dire? Alors il y a effectivement... Oui, il y a effectivement ça, il faut pas s'en cacher, c'est une évidence. Il va y avoir des impacts évidemment sur le prix des hydrocarbures, sans doute aussi sur l'agroalimentaire, parce que il y a dans le coût des engrais, dans le coût également des céréales, il va y avoir un surcoût qui va évidemment se traduire par une augmentation des prix. Alors il va falloir évidemment la limiter au maximum. On va avoir des amortisseurs comme on l'a fait pour le gaz, de façon à en limiter, et on proposera ce qu'on appelle dans le jargon une boîte à outils pour que les États membres puissent le limiter. Mais si implicitement vous me posez la question de savoir si nous rentrons dans une période où on risque d'avoir de l'inflation, je crains que nous soyons effectivement dans cette période pendant encore quelques temps. Merci Thierry Breton d'avoir été en direct du studio de la Commission. Je remercie d'ailleurs ses équipes techniques. Bonne journée à vous à Bruxelles avec des réunions dont vous nous avez parlé tout à l'heure.